limites des réserves de substitution, déjà en expliquant ce que l'on appelle une retenue de substitution. Normalement, c'est l'idée de se dire on va stocker de l'eau pour pouvoir l'utiliser en période estivale. Donc c'est quelque chose prélevé de l'hiver, et ce prélèvement hivernal va se substituer à un prélèvement qui était à l'origine fait au niveau estival. Donc, pour repositionner ça, j'avais proposé de m'intéresser à un cas qui est sur votre territoire, je suppose, hein, qui est le cas de la ZAC qui était dans le Lot. Alors cette étude, elle date de 2008, mais le contexte et puis la problématique permet encore de nos jours à tirer des fils pour expliquer les de substitution peuvent avoir des atouts et des limites, et comment être vigilant quand on réfléchit à cette question pour créer une nouvelle substitution éventuellement. Alors, sur cette ASA, on a une ASA qui a été créée en 1999 et qui a bénéficié déjà de l'appui technique de l'Union des Lot ainsi que de la Chambre d'agriculture, parce qu'il y avait déjà d'autres réserves qui avaient été constituées, et ils avaient notamment sur la Barcelone, ils avaient une retenue qui avait été créée et qui avait déjà donc c'est un contexte où il y avait déjà une connaissance qui a permis d'élaborer un projet qui était assez solide. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est une ASA assez petite. Il y a 44 membres, 1000 hectares, donc c'est quelque chose où les membres se connaissent et où c'est un peu à taille humaine. Et autre spécificité, c'est que là, on a des agriculteurs qui ont des cultures spéciales sous contrat, qui sont soit des cultures traditionnelles, comme le raisin de table, le tabac, le melon, ou en développement, comme le maïs semence, à cette époque-là, en 2008. Donc ça c'était le contexte général de cette ASA. Dans le contrat qui était passé entre cette ASA, quelque part, et la société, c'était de se dire qu'on va adhérer à cette ASA, ça va permettre d'échanger une eau qui était peu chère, mais très aléatoire, puisqu'on l'a prélevée dans le milieu naturel, contre une eau qui est plus chère, mais qui n'est plus soumise aux restrictions, puisque c'est une eau qui est dans une retenue que l'on peut utiliser durant l'été. Et c'est bien qu'on a à la fois une levée des restrictions physiques, puisque la ressource superficielle était sujette aux aléas climatiques, mais aussi on a une levée de la restriction administrative, puisqu'il pouvait y avoir des arrêtés sécheresse qui étaient là. Donc ça, c'est au niveau de l'adhésion, ça a été un des éléments qui a intéressé les agriculteurs, de pouvoir avoir de l'eau qui était plus sûre. Par contre, dans le contrat, il y avait aussi l'État qui exigeait à ce que l'eau que l'on prélevait, que l'on substituait, soit réellement substituée. Et ça a l'air d'avoir abouti, hein, puisqu'on a eu 100% des volumes qui étaient autorisés, qui ont été substitués et qui sont devenus de l'eau de la retenue. On voit qu'ils avaient demandé à ce qu'il y ait à peu près 220 000 mètres cubes à substituer. Il y en a 212 000 qui ont été substitués, donc c'est un bon ratio. Quand on regarde aussi dans ce fonctionnement de l'ASA, ce qui était assez intéressant et original, c'est que pour inciter les agriculteurs à se déclarer dès le début et pas à attendre que l'ASA soit constituée, que la retenue soit constituée pour réagir et demander des parts, ça a été de se dire on va mettre un prix qui va être moins cher au début que si la personne se déclare a posteriori. Et ça, c'était très important. Ça a été un enseignement de l'ASA de la Barcelone, où ils étaient partis sur un dimensionnement
qui était constitutif de ce que les agriculteurs avaient voulu au départ, et ils se sont avérés très rapidement que les agriculteurs ont voulu plus d'eau ou que d'autres agriculteurs ont voulu adhérer à posteriori. Donc là, ils ont intégré cette notion dès le début de la création. Et puis après, autre originalité, ça a été de mettre en place une tarification qui va être différente avant la saison et pendant la saison, tout simplement parce qu'avant la saison, on peut encore parfois remplir la retenue, donc on va avoir un tarif qui va être différent du tarif qui est en saison, où un quota va être attribué par rapport aux parts qui sont souscrites, et où on va avoir des tarifs qui vont être ce qu'on peut appeler proportionnels par palier croissant, puisque si on consomme moins que son quota, eh bien le tarif va être peu cher. Et par contre, si on commence à dépasser le quota, là, on va avoir une manière d'avoir une sorte d'amende pour dépassement. Et ce qui avait aussi qui caractérisait cet ASA, c'est qu'il y a eu des tours d'eau qui ont été mis en place parce que le réseau n'a pas été dimensionné pour pouvoir amener de l'eau à tout le monde en permanence. Et ces tours d'eau ont été faciles à organiser puisque tout le monde se connaissait et que c'était sur des branches qui avaient été bien définies. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de cet ASA qui permettent aussi de voir un peu les facteurs de réussite de cette gestion collective. Donc en prenant un peu plus de hauteur, on s'aperçoit que le premier facteur qui a motivé les agriculteurs à s'engager dans cette gestion et cette volonté de se constituer en ASA, parce que c'est coûteux de faire ça, ça a été qu'il y avait une disponibilité incertaine de la ressource en eau souterraine, ou en tout cas un manque d'eau souterraine ressenti, alors qu'on avait en plus des agriculteurs qui avaient des cultures sous contrat et donc qui étaient quand même assez impactés si la ressource n'était pas là. Donc là, c'était un gros élément qui a permis à ce que les agriculteurs adhèrent à ce projet. Un autre élément très important, ça a été aussi le fait que la police de l'eau était présente sur le territoire et contrôlait les prélèvements et sanctionnait les contrevenants. Donc il y a aussi cette idée que s'il y avait des restrictions, eh bien la police de l'eau était là et intervenait sur le territoire. Et avec le fait que cette police, en proposant, enfin l'État plus exactement, en proposant la mise en place de ces retenues, a été dans une politique du donnant-donnant, puisque elle a accepté de participer au financement, avec en contrepartie le fait que les agriculteurs s'engageaient à ne plus utiliser l'eau souterraine, et c'était à un point tel qu'il fallait reboucher les puits et les forages. Donc on s'engageait réellement là-dedans. Autre élément de réussite, ça a été la présence d'un leader agriculteur qui allait voir les personnes au fur et à mesure pour les convaincre d'adhérer au projet. Sans cette présence d'un leader, ça aurait été plus compliqué. Et on peut noter un des éléments de réussite aussi, bon, il y en a d'autres que j'ai listés ici, on est sur une échelle réduite avec donc un territoire de personnes qui se connaissent et où il y a des mêmes règles administratives, une connaissance personnelle, etc. Donc ça, c'est les facteurs de réussite. Après, on peut voir aussi les limites de ce cas, que l'on peut après généraliser, comme je l'ai annoncé dès le début. C'est d'abord, on constate que ça représente un coût élevé pour la collectivité. Alors, un coût élevé parce qu'il y a un financement initial qui était de l'ordre de 80%. Et puis aussi, il y a tous les coûts qui sont liés au projet et que l'on ne voit pas de manière automatique directement. C'est-à-dire que souvent, par derrière, il y a plein d'évolutions qui sont en place
Et une des évolutions qui est très importante aussi, c'est le fait qu'il est après très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que si on a cette retenue qui a des soucis de maintenance, si le réseau dysfonctionne, etc., on va avoir plus de mal à l'abandonner que naturellement si elle n'existait pas. Et donc, on a ce qu'on appelle un verrouillage technologique qui rend le système dépendant de cette ressource, mais de manière plus forte que quand on avait initialement une ressource que l'on savait aléatoire et que l'on utilisait en connaissant le fait qu'elle était aléatoire. Et à ça s'associe un autre élément, c'est qu'on va avoir un coût économique qui est plus fort en cas de non-remplissage des retenues. Parce que c'est ce qu'on va voir un petit peu aussi juste après, c'est un petit peu dans la même idée, c'est les cultures que l'on va commencer à mettre sur ces territoires vont changer du fait de la ressource qui est très sécure, que l'on considère très sécure. À partir de ce moment-là, comme les cultures sont à plus haute valeur ajoutée, si elle n'est pas remplie, on va avoir une perte économique plus importante. Et alors, c'est non seulement la retenue peut ne pas être remplie et avec cette perte économique plus importante, mais ce que l'on observe, et ce que l'on avait bien observé aussi sur la ZAD de la Barguelonne, c'est que à partir du moment où on a de l'eau qui est sécurisée comme ça, les assolements changent et on a aussi une extension des surfaces irriguées sur des endroits qui, à l'origine, n'étaient pas irrigués, par exemple, parce que là, il y avait un plateau et que là, on va pouvoir apporter de l'eau sous pression. Donc, on voit qu'on a aussi cet élément qui perturbe et qui est catégorisé, par exemple par les économistes ou d'autres, comme un effet rebond. C'est-à-dire qu'on imaginait uniquement satisfaire la demande qui était déjà là antérieurement et en fait, on va avoir tendance à consommer plus d'eau que ce que l'on avait avant. Une autre limite qui a été bien observée sur ce cas-là aussi, pas de manière très importante, mais qui a souligné, c'était un conflit avec ce qu'on peut appeler les acteurs écologiques. Donc souvent il y a une perte des fonctions écologiques de la zone, avec une banalisation de la biodiversité aquatique, des risques de transfert d'espèces exotiques. Alors, ce n'était pas forcément sur cette zone-là uniquement, hein, mais on a des pertes écologiques qui peuvent être importantes. On a aussi des risques sanitaires. Alors, ce n'était pas sur cette retenue spécialement, mais on le voit de plus en plus avec le fait que selon la durée du stockage, sur la qualité de l'eau de remplissage, on peut avoir des problèmes de contamination et aussi d'élévation de la température. Il sort maintenant aussi un autre élément depuis quelques années, là où on s'inquiète à savoir combien d'eau on perd par évaporation lorsqu'on met en place ces réserves, parce que combien on perd, mais ça pour l'instant on n'a pas trop d'éléments là-dessus. Et puis un dernier élément que l'on avait bien retrouvé sur la ZAD du Lindou, c'est qu'à cette époque-là, on ne réfléchit pas trop à ce qui se passe à l'aval. Or, on peut imaginer qu'il y a un impact cumulé des retenues, et le fait, si on mettait dans un territoire que des retenues, il y a des usagers à l'aval qui vont être défavorisés. Donc voilà un petit peu les limites que l'on pouvait imaginer sur cette ASA du Lindou. Et je voulais terminer sur ce point en présentant de manière générale un peu les conclusions et les recommandations que l'on peut faire. Alors moi je suis économiste de formation, donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de proposer avec toutes les difficultés que cela comporte, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des analyses coût-avantage pour essayer d'évaluer l'intérêt collectif de cette retenue. Est-ce que cette retenue, elle est souhaitable pour la collectivité ou pas? Si elle est souhaitable, on peut imaginer la mettre en place et la subventionner. Si elle ne l'est pas,
c'est pas la peine. Donc souvent là j'ai mis un petit graphique en haut où on compare les avantages et les coûts sur la durée du projet, et si les avantages sont supérieurs aux coûts, eh bien on peut imaginer la mettre en place, et sinon on peut ne pas la mettre en place. Par contre, cette analyse est un peu complexe à mettre en place, et puis a des limites, elle aussi. Donc il faut la considérer comme un élément dans la réflexion. Dans cet élément dans la réflexion, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on parte d'un état des lieux qui tient compte de toutes les composantes, que ce soit hydrologique, écologique et socio-économique. On doit également tenir compte des scénarios d'évolution hydrologique et socio-économique dans ce contexte actuel de changement global, c'est-à-dire le changement climatique, mais aussi le changement de la société. Et généralement, ce qui est important, c'est de mobiliser des outils de prospective, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc il faut qu'on arrive à discuter ensemble, à imaginer des avenirs possibles, des avenirs que l'on a envie de voir ou pas de voir, pour imaginer une solution qui soit en fait dans le cadre plutôt de projets de territoire. C'est le plus intéressant. Et dans cette approche coût-avantage, ce qui est toujours très important aussi, et dans cette volonté d'imaginer des scénarios d'évolution, c'est qu'il faut toujours se dire, on va au moins comparer la solution avant et sans le projet, pour bien comprendre si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que donc le projet gagne. Or souvent, on se projette très peu dans cette possibilité de sans le projet, où on le fait de manière très sommaire, ce qui est quelque chose à essayer de faire quand même, parce que, et notamment dans le sans le projet, il ne faut pas oublier les solutions qui sont basées sur les solutions de réduction de la demande. Parce que c'est sûr que si on compare sans le projet, juste comme ça en tendanciel, on peut dire ça c'est pas possible, mais c'est là où il faut aussi imaginer des solutions de nouvel assolement, de choses où on va pouvoir s'adapter autrement que par la retenue de substitution. Et puis après, il y avait quelques préconisations techniques. Alors ça, je l'ai sorti, cette diapo-là, d'un avis que l'on avait rendu collégialement au conseil scientifique du comité de bassin de l'agence de l'eau, du comité de bassin, pardon, Rhône-Méditerranée en 2020. Ce que l'on voulait dire par là aussi, c'est que cette analyse coût-avantage, cette manière de faire, dans les tout petits graphiques que j'ai présentés là, c'est simplement pour dire que le graphique que j'avais présenté dessus, c'est une solution, mais souvent, on est en incertitude, on ne sait pas très bien quels sont les avantages, quels sont les coûts, donc il peut y avoir plein de solutions ou d'avenirs différents, et donc il faut pratiquer aussi ce qu'on appelle des analyses de sensibilité pour voir si, est-ce que, quel que soit l'avenir que l'on imagine, on aura toujours intérêt à faire cette retenue, ou est-ce qu'il y a des scénarios dans lesquels ce serait un peu non productif, et donc est-ce que malgré ce, on imagine qu'il vaut mieux quand même faire cette retenue ou pas. Donc c'était un petit peu ce qu'on voulait. Donc ça, c'était au niveau des analyses concernant les atouts et les limites des retenues de substitution. Ce que je voulais juste préciser, parce que ça a été lors d'une discussion avec un collègue hier, qui me semblait aussi intéressante à noter, c'était de se dire, ces retenues, c'est quelque chose qui va être financé collectivement. Comme il y a un gros investissement collectif par la société, puisque des fois c'est 80% donc de subventions, on pourrait imaginer le fait que ces retenues, elles restent dans le domaine public, qu'elles soient quelque part louées, même sans contrepartie financière à ce moment-là, aux agriculteurs pendant une certaine durée, qui leur permettent d'amortir leur investissement, puisqu'ils ont quand même contribué à hauteur de 20% au moins, et qu'ensuite, l'avenir de cette retenue soit
redébattu au sein de la collectivité, du territoire sur lequel on a financé, pour lesquels on a financé cette retenue. Donc, il pourrait y avoir aussi des choses comme ça, où soit on va donc imposer, puisque il y a un financement collectif, une manière d'utiliser cette retenue sous contrainte, par exemple en disant, ben voilà, on voudrait qu'il y ait tel et tel type de culture qui soit, ou je ne sais quoi. Soit on peut réserver une part de la retenue à autre chose, soit on peut dire, eh bien, vous avez la retenue pendant 10 ans, et ensuite, on a la liberté d'imaginer d'autres utilisations de cette retenue. Donc voilà ce que je voulais dire à ce propos. Je vais venir maintenant au deuxième sujet, en essayant d'être bref pour ne pas trop prendre de temps. C'était la tarification comme un levier d'incitation aux économies d'eau. Alors là, il faut d'abord repartir sur un peu les fondamentaux de la tarification. Alors, dans la tarification, comme vous pouvez le voir sur la figure, on peut distinguer deux choses. En gros, ce qu'on appelle les principales bases de la tarification. Sur la figure en haut, là, vous avez trois types de tarification, généralement. C'est une tarification au forfait, donc quelle que soit la quantité d'eau consommée, on paye le même montant de facture. Une tarification purement volumétrique, où vous avez, dès le premier mètre cube, vous payez au mètre cube et sans partie fixe du tout. Et la dernière, une tarification de type binomial, donc avec une partie qui est indépendante de la consommation, la partie fixe, et une partie que vous aurez dépendante de la consommation d'eau. Cette partie proportionnelle, que ce soit dans le binôme ou dans le volumétrique, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être soit constante, donc quand elle est constante, c'est chaque mètre cube supplémentaire va être payé au même tarif, mais on peut avoir des tarifs qu'on appelle par palier croissant. Donc les premiers mètres cubes sont payés moins cher que les suivants, etc. Ou des fois palier décroissant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, sur l'eau potable, pendant longtemps, on avait plutôt des paliers, on avait soit des constants, soit des paliers décroissants, soit même des forfaits dans les petites communes. Après, on peut avoir une tarification saisonnière, donc avec un tarif qui va être moins cher quand il y a moins de monde. Ça peut être plutôt en hiver pour les stations qui accueillent des touristes en été, ou inversement, hein, donc la saison, c'est pour ça que je n'ai pas marqué été-hiver, hein, et un tarif plus cher en été, notamment parce que c'est quand il y a le plus de monde que l'on a dimensionné les stations, toutes les stations de traitement d'eau usée, de traitement d'eau potable en fonction de la pointe. Donc c'est pour que les gens qui contribuent au dimensionnement de l'infrastructure payent à hauteur de leur contribution. Donc ça permet ça, et ça permet aussi normalement de réduire cette consommation estivale, par exemple, si c'est l'été, la saison, et donc de réduire la taille des infrastructures. Et puis après, je voulais juste présenter une autre tarification qui a cours, notamment par exemple en Tunisie en ce moment, et qui, elle, est encore plus incitative que par exemple la tarification par palier croissant qui était dans cette figure-là. C'est ce que j'appelle la tarification par bloc, c'est-à-dire que si on dépasse un niveau de consommation, on va payer tous les mètres cubes au tarif supérieur. Donc c'est très incitatif à l'économie, puisque dès qu'on dépasse, notre facture va fortement augmenter. Alors, la tarification, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle cherche à atteindre trois types principaux d'objectifs, qui sont l'équilibre budgétaire, une efficience d'allocation ou une économie d'eau, et une garantie maintenant d'accès à l'eau pour tous. Souvent, on a cette idée en tête où on va essayer de atteindre trois objectifs avec un même instrument. Et les économistes, de manière générale, ne sont pas très contents de ça. Parce que quand on essaye d'atteindre un objectif,
avec un seul outil, 3 objectifs, c'est compliqué. Et je peux vous, alors pas le prouver, mais vous l'illustrer avec un cas. Alors là, j'ai pris la tarification qui avait été mise en place à Dunkerque en 2012, qui était intitulée Éco-solidaire, dans le sens où on se disait, on va mettre en place les premiers. Alors, le tarif initial, c'était ce que j'appelle le tarif actuel, qui était à 1 € 1 centime le mètre cube. Donc ça, c'était le tarif initial. Et ils ont décidé de faire une nouvelle tarification avec des premiers mètres cubes, donc les 75 premiers mètres cubes, qui ne coûtaient plus que 80 centimes. Ensuite, des mètres cubes considérés comme de l'eau utile à 1,50 €, et puis de l'eau confort, au-delà de 200 mètres cubes, qui était à 2 €. Ils avaient aussi veillé à ce qu'il y ait une garantie d'accès à l'eau pour tous via la mise en place d'un tarif subventionné pour les petits, pour les personnes qui étaient à la complémentaire santé. Donc ça, c'était leur tarification. Dans cette idée-là, on peut se dire que les personnes qui sont dans le dernier palier vont essayer de faire des efforts pour réduire leur consommation et éventuellement ne plus être que dans le premier palier. Surtout que 75 mètres cubes, c'est pas confortable, mais on peut facilement consommer moins de 75 mètres cubes en faisant attention. Si tous les gens basculent là-dedans, et si on considère que le tarif actuel à 1 € était celui qui équilibrait le budget, eh bien on va avoir un déficit budgétaire. Donc ce que je veux dire, quand je dis un instrument, 3 objectifs, c'est difficile, c'est ça. C'est se dire comment je fais pour à la fois atteindre les 3 objectifs, si réellement je veux inciter les gens à basculer et à venir sur ce premier palier. Il faut absolument que j'ai des gens qui restent dans les autres, sinon mon équilibre ne se fait pas. Donc ça, voilà, ça c'est un premier élément. Et un deuxième élément que l'on voit, c'est que même pour la garantie d'accès à l'eau pour tous, en fait, on va faire l'hypothèse ici que les personnes qui sont pauvres consomment peu et peuvent consommer peu. Or, on a des situations où ça ne peut pas l'être. On a des situations où les personnes pauvres sont dans des immeubles collectifs avec des logements collectifs. Donc les 75 mètres cubes, s'il y a 10 logements, ça ne va pas le faire non plus. Il y a plein de cas où au final, c'est pas si simple que ça. Et quand on regarde, là, ce matin, j'avais une évaluation de cours sur la tarification de l'eau, et il y avait un groupe qui passait sur le cas de la Belgique. En Belgique, il y a 3 zones de Belgique, hein, la Flandre, la Wallonie et puis Bruxelles. Et il y a deux des cas qui ont abandonné les tarifications progressives parce que justement, il n'y avait que des effets un peu contraires, c'est-à-dire qu'au final, parfois, on aidait les personnes riches ou les personnes pauvres, etc. etc. Donc, c'est atteindre 3 objectifs avec un seul outil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à recommander. Notamment, c'était la question des impacts au niveau des usagers et puis de leur réaction, parce que parfois, et en plus en zone rurale comme vous êtes vous, les gens qui sont face à une tarification de ce type-là peuvent aussi chercher à se déconnecter du réseau et donc à faire des forages. Et là, on perd les gens. Quand ils font des forages, des fois, ça leur coûte moins cher, donc ils consomment encore plus d'eau, et donc on n'a pas exactement ce que l'on recherchait initialement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire au cours de cette intervention. Okay. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais juste couper l'enregistrement pour voir si tout a bien marché. Ouais. Et après, on passe aux questions si ça vous dérange pas. Ah ouais.
Voilà, c'est bon. Du coup, merci beaucoup pour la présentation, hein, c'était vraiment intéressant. Moi, j'aurais des, je sais pas si Pierre-Étienne, enfin, je vais peut-être poser mes questions d'abord parce que moi, j'en ai aussi sur la partie agricole. Je sais pas si t'en as toi, Pierre-Étienne. Moi, du coup, c'était plus sur la retenue que vous avez étudiée là dans le Lot en 2008. C'était une retenue donc c'était uniquement sur les eaux souterraines que c'était prélevé. Enfin, l'alimentation, ça dépendait des eaux souterraines ou... Si mes souvenirs, il y avait aussi, c'était prélevé dans une rivière, dans la rivière du Lindou, je suppose. Et dans ces nappes d'accompagnement. Et du coup, il y avait une demande de faire un débit réservé sur la retenue derrière ou pas? Vous vous souvenez? Je me souviens plus du tout. D'accord. Je crois que de toute façon, il fallait. Là j'ai un trou. En tout cas, ouais, je sais, non, je dirais des bêtises. Peut-être que vous savez mieux que moi. Après, bah du coup, justement, nous, on est le bassin du Lot amont, donc sur le Lot, enfin le département du Lot, notre bassin va pas jusque là. Mais du coup, oui, c'est après, au niveau du contexte, c'est peut-être, enfin, c'est pour ça que je vous avais dit, ça ressemble un petit peu, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais c'était quand même intéressant parce que nous, justement, enfin, récemment, on a eu beaucoup de dossiers de construction de retenue qui ont été enfin, sollicités, enfin, montés par la Chambre et par les agriculteurs individuels aussi. Mais par contre, nous, ce qu'on voit, c'est des retenues. Enfin, moi, les dossiers que j'ai reparcourus, c'est essentiellement des dossiers pour des retenues individuelles. Bon, après, il y a aussi sur le COS du Sauveterre, donc c'est un COS où ils ont des problématiques pour alimentation en eau potable, où ils ont construit une retenue multi-usage. Mais par contre, sur les retenues individuelles, enfin, sur les retenues côté Aubrac et Marguerite, c'est des retenues individuelles, donc c'est pour des agriculteurs seuls. Et moi, c'était plus par rapport à ça, du coup, au niveau de la. Enfin, ça, c'est des choses qui se font pas dans un cadre, comment dire, raisonné globalement, quoi. Et moi, la question que je me posais aussi, c'est sur ces retenues. Donc là, c'était une retenue pour une ASA. Et donc, la tarification qui était pratiquée, c'était uniquement pour l'amortissement de la retenue et puis la rémunération de l'ASA, ou il y avait aussi une partie pour l'agence de l'eau. Parce que normalement, il y a des redevances agence de l'eau sur les volumes d'irrigation. Mais du coup, sur les volumes qui étaient dans la retenue. Alors, dans les volumes de la retenue, là où il y avait, c'est pour ça aussi qu'il y avait une tarification un peu progressive, c'est parce qu'il y avait aussi beaucoup de coûts d'énergie, puisque maintenant c'était sous pression. Donc il y avait ça aussi énormément. Normalement, ils devaient payer. Alors, les chiffres, je ne sais plus si était intégrée ou pas la redevance à l'agence de l'eau, mais théoriquement, là, je leur faisais confiance pour être en règle par rapport à l'agence de l'eau. Mais c'est vrai que j'ai pas été bien vérifié ça. Pourtant, habituellement, je le fais. C'est pas grave, c'était pour savoir. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur ces... C'était quoi la question? Oui, du coup, sur ces retenues-là, il y avait... J'ai oublié ma question. Oui, c'était aussi enfin, j'ai peut-être pas bien compris, mais c'était par rapport au remplissage. Je disais que ça revenait plus cher en cas de non-remplissage de la retenue. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, l'équipement, il y a le coût de l'équipement qui est compté dans le. Enfin, j'avoue, j'avais pas très bien compris cette partie-là. En fait, actuellement, imaginons qu'on ait une culture qui soit comme du maïs. Donc, du maïs, on l'irrigue, paf, il y a une restriction, un arrêté sécheresse, bon, ils peuvent plus l'irriguer. Ils perdent beaucoup de leur culture ou pas, bon voilà, c'est ça. À partir du moment où on va mettre en place cette retenue, les gens, ils ont tendance à se dire, cette eau, elle est sûre, elle est garantie. Bon, ils n'imaginent même pas que cette retenue ne puisse pas être remplie. Et à partir de ce moment-là, souvent, ils vont passer sur des cultures qui sont beaucoup plus rémunératrices. Donc, ils vont peut-être faire du maïs semence, ou ils vont faire des cultures sous contrat, machin. La fois où eh bien, ils vont perdre et encore plus cher parce qu'ils se seront engagés, ils vont perdre leur contrat.
c'est là-dedans où je disais, ça, voilà, par fixe, hein, parce que comme le coût il doit y avoir un équilibre budgétaire, ces années-là, sûrement qu'il va falloir quand même que l'ASA se rémunère pour rembourser tous les coûts. Mais il y aura aussi ça qui fait que de toute manière, ils vont perdre énormément en cas de non-remplissage. Or, de plus en plus, quand on voit cette année, c'est catastrophique. Il y a plein de retenues qui ne sont pas remplies. D'accord. Ok. Et- On peut faire le parallèle avec la protection contre les inondations et le faux sentiment, le sentiment de sécurité éternelle. Et le jour où ça casse, ben, du coup, on empire les dégâts parce que justement, on n'a plus conscience que ça peut arriver. Exactement, c'est exactement ça. Les gens vont commencer à construire après et pensant qu'ils sont protégés. C'est ça. Ouais. Et du coup, moi je reviens sur la déconnexion par rapport aux restrictions estivales quand on a ce type de ressources, mais du coup, il y a pas de redevance sur l'eau en général. Ben, sur cet exemple et sur d'autres exemples. C'est-à-dire que l'eau qui est dans cette retenue, elle est toujours soumise à la redevance. Ils ont toujours un compteur, de toute façon, et l'eau consommée fait une partie de l'agence de l'eau concernée. Normalement, oui. Ouais. D'accord. Et du coup, vous disiez, vous parliez de problèmes de remplissage sur les retenues que vous avez étudiées là, en 2008. Vous avez eu des nouvelles récentes Non. Ça me donnait envie d'aller les revoir. Hein. Ouais, Mais moi, ce que j'avais bien aimé, c'était justement la succession Barguelonne et puis l'Hindou, où ils se sont rendus compte justement des limites. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de problèmes de remplissage, hein, mais ils avaient quand même ces inquiétudes-là, d'autant plus que justement, comme les gens déclaré un peu après coup. Ils leur ont pas cédé des choses. Alors, et puis ils ont affiné les applications en disant s'il y en a une année qui a besoin de moins d'eau parce qu'il a changé de culture ou je sais pas quoi, on va lui proposer temporairement son droit d'eau. Comme ça, on utilise tout. Mais à force de tout vouloir utiliser, le jour où il y a un problème, ben, ils sont coincés. Et ça me rappelle un autre truc, parce que donc j'essaye de faire un petit peu le tour des organismes uniques de gestion collective actuellement, pour voir un peu quelles sont les règles de gestion qu'ils ont mis en place pour partager l'eau qui est disponible, et notamment en période de sécheresse. Et il y a une personne qui me rapportait le cas suivant, c'est qu'il y a un réseau plutôt dans le nord-ouest, là, vers la Vendée, ou je ne sais plus exactement où ils ont bien géré leur truc. Les volumes prélevables, ils ont été réduits très fortement, donc maintenant, ils n'ont plus beaucoup d'eau. Et la seule eau disponible, là, elle est valorisée au maximum. Et puis les gens, vraiment, bon, ils ont joué le jeu, mais voilà, ils ont un volume qui est très réduit et tout ça. Et elle disait, l'année dernière, quand il y a eu une restriction encore plus brutale, là, tout d'un coup, ils ne savent plus quoi faire. Parce que là ça devient très, très impactant économiquement. Donc c'est toujours ça, c'est se dire, quand on a des revenus comme ça, on va commencer à les optimiser, on n'a plus de marge de manœuvre le jour où il y a pas de remplissage, ou je sais pas quoi. Donc, mais du coup, au niveau national, il n'y a pas une analyse historique existante sur un panel de retenues de ce type-là depuis, je sais pas, 10-20 ans que ça existe, pour savoir où sont les frictions, où sont les... Non, mais c'est à venir, parce que quand je vois la tension que vous parlez, quand on voit les projections de changement climatique et compagnie, en fait, c'est cette projection-là qui est également à faire. On a dit que dans votre présentation, vous montrez qu'il faut qu'on regarde vers l'avant et les changements climatiques. Et en fait, même déjà, s'il y a des
tensions qui sont créées avec le temps, alors que ça risque de se compliquer encore plus dans les décennies. Vous avez ça peut être un beau sujet de recherche que de voir le passé aussi, parce qu'on voit que, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment de verrouillage technologique, où sur un lac qui est pas loin d'ici de Montpellier, le lac du Salagou, qu'ils ont créé initialement pour irriguer de la vigne. Et puis les agriculteurs, ils n'en avaient rien à faire, donc ça s'est transformé en lac de touristes, quoi. Et le jour où on a voulu récupérer l'eau pour en faire autre chose, bien là, il y a une tension qui se crée, parce que, bon, il y a eu des usages entre-temps qui sont servis. Et c'est tout ça qui fait que, c'est vrai que quand on regarde l'histoire, alors chaque histoire est différente, toutes les retenues vont avoir leur histoire différente, mais peut-être qu'un cumul de retenues comme ça, enfin d'histoires particulières, pourrait permettre aussi aux personnes de mieux comprendre ce que aussi on peut imaginer dans l'avenir, parce que souvent on apprend beaucoup du passé. Je pense que ce serait important à l'illustrer. Ouais. Ouais. Moi, je fais des parallèles avec les inondations, quoi. Parce que les inondations, on ne les voit pas tous les jours. Et si on n'arrive pas à mettre sur la maison de la personne intéressée le plus haut niveau des eaux connues, en fait, pour lui, j'ai jamais vu ça. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Comme les gens ils disent, ils ont peut-être, dans le meilleur des cas, ils ont 70 ans de vie sur le territoire, ou 80 ans, et on a des périodes de retour qui peuvent être très différentes de ça. On pas vu depuis un siècle ou deux. Et voilà, et c'est vrai que quand on arrive à reporter exactement les variables sur les projets de chacun, là, ça percute un peu plus, quoi. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile, et puis je suis pas sûr que tout le monde soit OK aussi pour ouvrir les données facilement, quoi, dans le passif. Oui, et puis en sachant est-ce qu'il y a les données disponibles aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un problème de connaissance aussi, quoi. Sur les prélèvements, j'ai l'impression qu'on est pas mal dans le flou, quoi. C'est presque dans le cadre réglementaire, comme nous on le voit sur les suivis, état et suivi année N+1, N+3, N+5, que sur un outil de ce type-là qui a une aide publique importante. Il y a une notion de suivi économique et presque de rapport économique ou de bilan économique à prolonger dans le temps après sa réalisation pour avoir de la donnée justement et nourrir la réflexion, quoi. Et c'est vrai que contrairement à ce que vous dites, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on finance et puis après les conséquences, même on n'observe pas ce que ça a donné, quoi. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Ouais. Ça va peut-être arriver. Mais après, moi, c'est aussi que ça m'interroge aussi parce que sur certains dossiers que j'ai regardés qui sont récents, même 2020, de construction de retenue, par exemple sur les données historiques de précipitation qu'on utilise pour calculer le remplissage de la retenue, là pour le coup c'est des retenues collinaires, donc avec remplies par des écoulements de surface, et en fait on utilise des données antérieures, enfin des données historiques, sans se baser sur des projections. Moi, je pense que c'est un peu un problème, mais surtout si, mais même pas pour un question milieu aquatique, mais pour un aspect économique en fait. Enfin, je pense que pour le, enfin bref. Et aussi, je pense que c'est dans ça qu'il faut tout ce que j'appelais analyse de sensibilité, c'est de dire à la rigueur, bon, ok, on va faire la projection à partir de données passées, mais prenons les mêmes choses avec des données imaginées futures, même si bon, on ne connaît pas, avec différents scénarios climatiques éventuellement pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que justement, ça peut être robuste, machin, mais pas du tout. Puis après, en plus, c'est aussi la question, justement, si même la végétation au-dessus fait que le ruissellement, il n'est plus la même qu'avant. Il y a tellement de paramètres qui font que ce qu'on imagine va pas être ce qui va se passer, que oui. Et aussi, j'avais une autre question sur les impacts cumulés. Moi, dans mon cursus, j'avais entendu parler des modèles hydroéconomiques. Je sais pas si vous en avez déjà
Et en fait, je me demandais si ça n'avait pas été paramétré peut-être des modèles hydroéconomiques avec des retenues en chaîne en fait. Je sais pas comment ça pourrait se concevoir, mais J'en ai pas. J'ai l'impression que enfin, en tout cas, les modèles économiques tels que je les connais ne permettent pas de réfléchir à cet impact ok. cumulé. Mais c'est vrai que, voilà, je sais que des collègues là, ont essayé de travailler dessus, même au niveau national, hein, et s'inquiètent du fait que, de toute façon, ces impacts cumulés, ils vont. Et puis, en fait, dans l'avis du conseil scientifique, là, j'avais des collègues qui se sont penchés notamment sur le cas de l'Espagne, où c'est flagrant le fait qu'avec toutes les retenues qu'ils ont, là, maintenant, de toute façon, elles ne se remplissent pas, et puis c'est arrivé à un niveau caricatural de retenue, et c'est bien qu'on voit concrètement le fait que quand on fait des retenues de partout, et bien naturellement, alors c'est bien pour les inondations, je pense, mais peut-être pas pour d'autres paramètres. D'accord. Et du coup, après, je sais pas si peut-être on peut passer au sujet tarification, sauf si Pierre-Etienne, t'as encore d'autres. Quand vous avez dit qu'il n'y avait pas tellement de données sur l'aspect évaporation, enfin, il y a rien pour l'instant. Parce que nous, quand on se pose sur la. Encore que là, il n'y a pas de rejet au milieu normalement. Donc voilà, il n'y a pas l'histoire de la thermie et de rejet d'eau réchauffée au milieu. Mais le miroir d'eau, rien que si on extrapole, je sais pas moi, même si la température n'est pas la même, mais une piscine, les loueurs de piscine, enfin, je sais pas, ils doivent bien savoir quelle est la moyenne par l'évaporation et extrapoler un volume. Alors, bien sûr, c'est pas les mêmes profondeurs, donc pas les mêmes températures, pas les mêmes impacts, mais ça m'étonne qu'on n'ait pas de données déjà sur ça, quoi. Il y a rien. En fait, pour l'instant, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que les seules données, c'est des données calculées de ce type-là, et il n'y a pas eu d'observation. En fait, j'ai des collègues mais pour l'instant, le projet ne semble pas assez novateur au point de vue des instances nationales, hein. Ils aiment bien tellement des trucs tellement innovants que des fois, on se demande à quoi ça sert. Et ce que me disaient les collègues, c'est qu'ils n'ont pas encore vraiment d'éléments concrets pour bien mesurer tous ces impacts, à part ce genre de choses. Donc eux, ils voudraient mettre en place des outils de mesure pour arriver à voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et exactement. Mais bon. Ouais. Mais sinon, c'est peut-être que des données entre guillemets, enfin, des calculs assez sommaires, comme vous dites, suffiraient, hein, peut-être. Ouais. Mais... Enfin, il y aura toujours une marge d'erreur, mais ça donne peut-être une idée, mais ça sera toujours attaquable, c'est sûr. Et dernière chose, est-ce que sur quand on parlait du coût énergétique des pompes, etc., et comme ça pousse de plus en plus gentiment avec la programmation de l'énergie pour les panneaux photovoltaïques de partout, y compris sur plan d'eau, et je me demandais, et j'ai posé la question à la Chambre, pour l'instant je n'ai pas de retour, pour savoir si ça les intéressait. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me passer juste la carte des plans d'eau qui existent sur le département, qui ont été créés pour l'irrigation, et on le donne à une boîte qui fait du panneau solaire sur plan d'eau, et il nous dit si, économiquement parlant, il y a un intérêt ou pas d'installer des panneaux pour faire tourner la pompe, sachant que bon, on a toujours l'histoire du stockage qui est souvent très coûteux et qu'il faut consommer en temps réel l'énergie produite. Mais est-ce que vous avez vu des choses, des retours d'expérience sur ça, qui soient liés vraiment à je mets des panneaux, mais je consomme localement, pas pour revendre, pas pour me raccrocher à un réseau, parce que nous, nos plans d'eau, ils sont perdus, quoi. Si on doit aller chercher un réseau pour se brancher, pour revendre l'électricité, et puis c'est pas des très grands, c'est pas des grandes sablières comme il peut y avoir dans la vallée de l'Allier où il y a des projets, ou dans la vallée du Rhône, ou des choses comme ça, quoi. Alors, j'en ai pas vu sur votre question particulière. Ce que je sais, c'est qu'en discutant avec... mais
juste en discutant, donc pas du tout en faisant de recherche, hein, avec des agriculteurs ou avec... ce qu'ils disaient, c'est que déjà le plan d'eau, il va y avoir le marnage. Et donc les panneaux, il peut y avoir des problèmes parce qu'ils doivent subir ce marnage. Généralement, ils disaient que c'était plutôt donc de toute façon déjà au milieu ou je sais pas quoi. Enfin, on pouvait pas mettre sur toute la zone. Après, j'ai pas entendu parler de ça. Par contre, ce que je vois, mais c'est pas ici, c'est plutôt au Maroc, le fait que ces panneaux photovoltaïques, et ça concerne aussi plutôt de l'eau souterraine même, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup de panneaux photovoltaïques pour essayer de prélever de l'eau souterraine, et c'est pour eux, enfin pas pour les agriculteurs, mais pour la collectivité, c'est une catastrophe parce que ça se développe à vitesse grand V pour juste alimenter le forage, voire souvent ils font un bassin justement à côté de ce forage pour récupérer l'eau et après la distribuer sur leur parcelle. Donc ça en tout cas, ça se développe énormément côté marocain. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop vu en France, ce qui m'étonne parce que bon, mais Et là, c'est vraiment pour alimenter la pompe qui est dans le forage, oui, sur du panneau. Ok. Ouais. La pompe plus donc ils mettent un stock tampon d'eau, ouais. Et puis c'est pour après alimenter aussi le fait qu'ils puissent alimenter en goutte à goutte à la distribution. Juste pour l'évaporation, j'avais repris, moi j'avais vu dans le rapport de l'ARA, ils donnaient des estimations, donc s'ils avaient fait une synthèse sur les retenues, et ils donnaient 2 à 3 litres par mètre carré par plan d'eau. Je le dis comme ça enregistré, comme ça ce sera, pour les plans d'eau en tout cas, entre 2 et 3 litres par mètre carré ou 2 litres par mètre carré. Donc c'est un maximum. Ah, je t'entends pas, on t'entend pas bien. Par quelle unité de temps? Par jour, pardon. D'accord. C'est quand même important, l'unité de temps. C'est pas rien. Et voilà. Après, du coup, moi j'avais des questions sur la tarification. Je sais pas si tu as encore des remarques sur. C'est bon pour moi pour le sujet des plans d'eau. Ouais, je te grille, mais la tarification qui est parfaite. Puisque vous dites que c'est pas possible d'avoir. Il n'y en a pas une qui. On n'a pas la solution miracle en fait. Non, on n'a pas la solution miracle. La seule chose là où je peux être affirmative, c'est qu'on ne peut pas atteindre, pour moi, et beaucoup d'économistes pensent comme moi, pas tous naturellement, parce qu'il y a toujours des controverses, il faut dissocier l'économique et le social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois équilibrer le budget et avoir une tarification où il y a à la fois la dimension sociale et la dimension économique. Donc généralement, il vaut mieux pour la dimension sociale, alors le mieux du mieux, c'est prendre l'individu ou le ménage dans sa globalité et lui apporter une aide dans sa globalité, tous les problèmes sociaux qu'il a. Donc le logement, l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Ça, généralement, c'est compliqué des fois. Et si on veut quand même lui apporter une aide à l'eau, eh bien c'est du style un chèque eau, comme un chèque déjeuner. Ou alors là, ce qui se fait à Montpellier actuellement, là, ils commencent à le mettre en place. Ils verront, ils commencent, donc on ne sait pas les résultats, mais c'est via un virement à la CAF, sous contrainte de revenus, de composition du ménage, etc. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent, ils vont virer à la CAF l'équivalent parce qu'il y a un seuil, normalement on dit qu'à partir de 3% du revenu, on est en situation de précarité hydrique, et donc on va calculer une facture théorique en se disant il y a tant de ménages, le ménage comporte tant d'habitants, et donc il faut qu'on l'aide à telle hauteur. Donc ça, ils envoient un chèque, enfin là c'est un virement automatique directement comme ça,
Personnellement, le seul bémol que j'ai, c'est sur cette automaticité, dans le sens où la personne reçoit de l'argent, mais bon, voilà, c'est un virement, elle va pas forcément bien identifier l'origine et le pourquoi. Mais après, bon, ça c'est pas très grave en soi. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce concept-là, c'est que ça touche aussi les ménages qui sont dans des immeubles et qui n'ont pas une facture directe. Donc, tandis que des fois, le chèque eau, il faut l'attribuer. Comment on l'attribue? On passe par des organismes comme les CCAS, là, les centres communaux d'action sociale. Il n'y a pas toute la population concernée qui y va. Donc, bon, voilà. Là ça impacte tout le monde. Donc, ça peut avoir des intérêts. Donc, pour moi, voilà, on distingue l'économique et le social, ça c'est important. Après, reste le fait de la tarification incitative versus l'équilibre budgétaire. Et là, il faut qu'on réfléchisse. C'est pas si simple. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des tarifs progressifs ou des tarifs saisonniers et tout ça. Il peut y avoir des avantages dans certaines situations et des inconvénients dans d'autres, parce que quand on met en place une tarification par palier croissant, comme ça, sur des communes où il n'y a que des ménages avec des maisons, c'est assez simple, mais généralement, donc il y a des collectifs, il peut y avoir les infrastructures communales qui sont là, la piscine, je sais pas moi, une industrie, etc. Donc quand on met en place une tarification comme ça, eh bien, il faut arriver à savoir qui c'est qui en bénéficie, quels sont les seuils. Et par exemple, là, sur Montpellier, là, ils ont distingué 3 types d'usagers. Donc, les ménages qui ont un compteur individuel, ceux qui ont un compteur collectif et les autres. Et dans les autres, ils ont mis en place une tarification qui, pour moi, est soi-disant incitative, mais on a un premier niveau à 1 euro à peu près, un deuxième à 1,13 € et un troisième à 1,19 €. 1,13 €, 1,19 €, 6 centimes de différence, ça ne va pas inciter les gens à faire quoi que ce soit. Et ils ont mis ce différentiel-là parce qu'ils ne voulaient pas impacter les plus gros consommateurs qui étaient l'hôpital public. Mais vous voyez, en fait, à chaque fois, en fait, on met en place une mesure en se disant on va inciter les gens à économiser l'eau. Et puis, oui, mais bon, ça. Et après, voilà, il y a des choses comme ça que. Bon, c'est compliqué en tout cas. Et il faut l'ajuster à la situation locale, voir les marges. Parce que, par exemple, sur Montpellier, il y a une démarche, c'est à 120 mètres cubes. Alors, 120 mètres cubes, je ne sais pas si vous avez ça en tête, hein, c'est souvent la norme que l'on prend en disant un ménage consomme 120 mètres cubes. Bon. Mais en fait, c'est quelque chose, quand on regarde l'historique cette fois-ci, c'est quelque chose qui date de Mathusalem à peu près, et qui était une norme comme ça, comme il y a une autre norme qui circule, c'est 150 litres par jour et par habitant. Mais en fait, cette norme de 150 litres par jour et par habitant, on la retrouve en 1960, c'était pour dimensionner les installations dans une ville. Donc c'était juste ça, 1960, hein, ça a pu changer quand même depuis. Eh bien non, on a ces imaginaires en tête et on va les mettre là. Et je ne sais pas dans vos communes, mais en tout cas, je pense qu'à Montpellier, on est plutôt à 100 mètres cubes par ménage, et pas 120 par exemple. Donc on voit qu'on a plein d'imaginaires comme ça, et si on veut mettre en place une tarification qui incite à l'économie, si on met une marge à 120, mais de toute façon, les gens ne vont pas forcément être incités puisqu'ils consomment moins, de toute façon. D'accord? Donc, il y a tout ça qu'il faut adapter éventuellement au territoire et voir en fonction de la ressource et de plein d'autres choses. D'accord. En tout cas, c'est pas si simple et il vaut mieux, dans ces cas-là, réfléchir à plusieurs, notamment. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que vous disiez sur les déconnexions des privés sur du réseau d'eau potable. Nous, il y avait, en fait, nous, en Lozère, Pierre-Étienne, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais en gros, c'est un questionnement qui revient sur le prix de l'eau, en fait, qui est vraiment assez bas. Côté Aveyronais, ils payent 10 € du mètre cube. En Lozère, il y a des endroits où il y a même des villages où ils payent pas l'eau, quoi. Et en fait, là,
ce qui était dit, c'est il y a des réflexions sur le fait de remonter les prix de l'eau ou faire des tarifications progressives. Mais ce qui est avancé aussi par les élus, c'est de dire que faire des tarifs progressifs. Et aussi, même, il y a aussi la Chambre d'agriculture qui fait un travail sur des systèmes de récupérateurs d'eau de pluie pour les agriculteurs, etc. Et en fait, ça pose problème parce que du coup, les agriculteurs qui pour l'abreuvement, c'est essentiellement du bétail, hein, l'agriculture, enfin, c'est de l'élevage pour l'export, du bovin viande, quoi, essentiellement. Et en fait, ils expliquaient que le fait de déconnecter comme ça les agriculteurs du réseau d'eau potable, ça fait une grosse perte dans les budgets des municipalités, surtout pour renouveler les réseaux, quoi. Donc du coup, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à ça. Et aussi, j'avais une autre question sur les différenciations des usages. Enfin, en fait, on avait parlé aussi de faire des tarifs progressifs parce que justement les prix sont pas assez élevés, notamment sur certaines communautés de communes. Et en fait, ce qui nous a été répondu, c'est que il y a des grosses industries, enfin des gros préleveurs, et que ces gros préleveurs, en fait, leur imposer un prix de l'eau plus important, entre guillemets, ça ferait partir des emplois. Et du coup, on leur a demandé si c'était possible de différencier. Apparemment, non. Et je voulais savoir votre, euh, votre point de vue, si c'est possible ou pas légalement. Alors, ben c'est ça, c'est là où je sais pas si Montpellier, ils se sont pas un peu fourvoyés, on verra, hein, parce que eux, ils sont allés beaucoup plus loin, hein. Ils vont distinguer les immeubles, donc, des habitats individuels. Donc là, c'est pire que l'industrie, d'accord, d'un côté. Et alors, il y a eu il y a une solution qui juridiquement est. C'est sûr que c'est faisable, hein. Il faut regarder du côté de Vendéo. Vendéo, c'est un gros syndicat en Vendée, hein, qui a à peu près toute l'eau de Vendée, hein, de distribution de l'eau de Vendée. Je crois qu'il y a juste la plus grosse commune de Vendée qui n'y est pas. Euh, Parce que, en fait, eux, ils ont fait ça, pas pour cette raison-là, mais parce qu'avant la loi de 2006, ils avaient une tarification dégressive, justement pour les industries. Et la tarification dégressive a été interdite par la loi, notamment en zone de répartition des eaux, et donc, bon, eux, ils n'étaient plus possibles. Et donc, ils ont inventé le concept de tarification optionnelle. C'est la même chose que pour l'électricité. Donc, en gros, vous pouvez choisir votre contrat. Vous avez un menu de contrat, et pour les industries et pour les campings, etc., vous prenez une grosse partie fixe et vous aurez une partie proportionnelle qui est assez faible. Et comme ça, en fait, ça fait de la tarification dégressive, mais sans le dire. Et ça passe très bien juridiquement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on arrive toujours au moins, avec un moyen détourné, d'arriver à notre fin si on le veut. Donc, pour les industriels, je pense que c'est possible d'avoir ce genre de truc-là, puisque de toute façon, on sait qu'ils consomment beaucoup. Et donc, une partie fixe élevée, ça leur semblera pas disproportionné. Mais par contre, un ménage, s'il a 1000 euros de partie fixe et puis je sais pas combien de parties proportionnelles, là, bon, ça va pas y aller. Donc, on arrive, en fait, à faire un peu des choses comme ça à la carte avec ces trucs optionnels. Donc, vous proposez aussi aux ménages cette tarification. Naturellement, bon, si par hasard ils le prennent, vous allez lui conseiller de lui dire qu'il vaut mieux pas prendre celle-là. Voilà, mais c'est une possibilité. Mais en tout cas, Montpellier, pour l'instant, mais je ne sais pas si ça ne va pas être attaqué, hein, a pris le parti de faire une tarification domestique en habitat collectif, et puis autres usagers, et donc les industries là-dessus. Mais c'est comme ça aussi que comme ils étaient embêtés par ces autres usagers qui essayaient d'inciter à économiser, mais qui ne voulaient pas non plus trop impacter, qu'ils ont mis en place des tarifications par palier qui étaient un peu incitatives. Okay. Et ils ont une partie aussi, j'ai cru entendre, de temps les premiers mètres cubes à disposition de tous, c'est ça, enfin, gratuit ou quelque chose comme ça, je sais pas. Oui, alors justement, ce matin, j'étais avec le directeur de la Régie des eaux de Montpellier, et puis dans le cadre de ces évaluations-là, on avait mis des étudiants là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, hein, ça, c'est. Alors,
le directeur m'a dit, ça a été intéressant. Les élus ont pu être interrogés à ce propos par 33 médias. Donc ça a fait le buzz bien. Mais elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire que déjà, c'est que pour les abonnés individuels. Donc ceux qui sont en immeuble, ils n'y ont pas le droit. D'accord ? Et sur les individuels, il reste que dans le prix de l'eau, donc la partie régie eau potable, c'est 0 € pour les 15 premiers mètres cubes, mais il y a l'agence de l'eau et il y a l'assainissement. On paye. Et ça, on continue à le payer. Et si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près 2 € le mètre cube à payer quand même. Donc c'est pas si gratuit que ça. Le jour où les gens vont avoir la facture et s'ils consomment moins de 15 mètres cubes, ils vont dire mais comment ça se fait quoi. Voilà. Donc c'est plutôt de l'affichage politique si on peut dire que de la réalité. La réalité c'est que c'est vrai, la régie des eaux, les 10 premiers mètres cubes, elle ne reçoit pas d'argent sauf la partie fixe qui est à 18 € l'abonnement. Et du coup, dans vos activités de professeur, vous cherchez des sujets? Oui, ouais. Vous en trouvez dans le milieu rural. Si vous avez un manque sur le sujet, je pense qu'on peut faire le pont avec des syndicats ou avec des collectivités. Et là, je me rappelle juste de la présentation sur laquelle vous étiez intervenu aussi là, avec les élèves du BTS Gémeaux de la Canoë il y a quelques jours, où on avait le syndicat du Cosméjean. Il y avait combien 400 ou 500 personnes au point de facturation et il y avait 250 km de réseau. Et donc, il disait, on va jouer sur la part fixe, mais voilà, il y a des sujets où quand on voit ça, je dis, mais comment le système économique peut tenir avec des variables saisonnières très importantes et puis avec le changement climatique, c'est un casse-tête, quoi. Comme vous dites, il y a chaque cas est particulier, je ne suis même pas sûr qu'on ait toujours une réponse, même en y bossant beaucoup dessus, qui soit parfaite pour tout le monde. C'est un sacré sujet, quoi.